RDS et Balcon présente le petit paquet. Bienvenue à l'émission François Côté, Mathieu Poulain qui est content de vous voir, Stéphane Morneau au bout de la table, Guillaume Séguin à la technique qui a bien de la misère. On va espérer que Guillaume réussisse à ce que tout tienne, parce que là, vous le savez pas. Puis on n'aurait pas besoin de vous en parler. Mais là, Guillaume Séguin, on va le nommer, a de la misère. Ça fait 3 fois qu'on recommence. Fait que là, on s'ennuie de Tim. C'est tout ce qu'on a à dire en entrée de show. Messieurs, comment ça va? Hey, ça va bien. Écoute, ça fait quelques semaines qu'on passe l'essentiel de notre temps. J'ai l'impression que tu fais 6 pieds et demi. Ouais, mais c'est parce que j'ai une alimentation équilibrée, contrairement à vous. Là. J'ai réussi à pas trop mettre de pression sur le spring de ma chaise. Mais oui, c'est ça. J'ai l'impression que ça fait comme 3-4 semaines qu'on passe notre temps en parlant de lutte, à se plaindre de qu'est-ce qui va pas bien. Là, je me suis dit, je vais changer d'attitude cette semaine. Là. Je vais me concentrer sur qu'est-ce que j'aime. J'ai regardé plein de matchs de Orange Cassidy. Ça m'a mis de bonne humeur. Fait que là, j'arrive avec juste des bonnes choses à dire. Puis écoute, j'espère que ça va être le fun à écouter aussi. Dans 10 minutes, je vais te scraper ça. Ça va scraper toute ta joie, ouais, exactement. En fait, non, parce que là, on va commencer. Il y en a du positif dans l'univers de la WWE. Puis, évidemment, généralement, ce positif-là se retrouve du côté de Full Sail avec la NXT. Là, c'était en fin de semaine passée à Bridgeport, Connecticut, le TakeOver 25. Ça va vite, hein? Ça va vite. Ça passe vite quand on s'amuse. C'est comme le 108e épisode aujourd'hui, Mathieu. C'est ça. Quand on s'amuse, le temps passe vite. J'osais pas le dire, mais là, c'est toi qui le dis. Et là, c'était... Bon, peut-être pas le premier, mais ça fait quand même un petit bout qu'on n'avait pas eu un takeover seul, qui n'était pas associé à un pay-per-view, souvent un gros pay-per-view du top 4 le lendemain. Bon, tout ça est à cause là, des changements d'horaire en raison du voyage en Arabie Saoudite. Et là, à toutes les fois, ça me fascine comment ça fait au moins... Ça doit faire une dizaine de fois que je fais comme « Ah, cette carte-là... » Je suis moins sûr, c'est peut-être celle-là. C'est peut-être celle-là le premier takeover qu'on va faire. Comment je suis pas sûr. Puis là, encore une fois, ils ont cassé la baraque, puis c'était un show la carte me parlait, moi, par extraordinaire du début à la fin. Bon, mais tant mieux. La question, est-ce que tu étais comme vraiment à jour dans les émissions hebdomadaires? Non, pas tant. C'est peut-être que tu pas donné la peine de t'investir dans les histoires, mais en même temps, justement, la qualité de lutte est tellement élevée qu'on n'a pas besoin d'avoir tout le détail, justement, de ce qui précède. Anyway, qu'est-ce qui est important, c'est résumé dans le vidéo package qui est présenté pendant la minute avant. Et donc, niveau de lutte, vraiment... Tu sais, très bien, on avait eu AEW la semaine passée, puis là, on s'attendait à ce qu'avec le Raw et SmackDown, on réponde avec la bouche de nos canons. Là. On offre des émissions vraiment à la hauteur des attentes qui avaient été élevées par la compétition durant la fin de semaine. Si ça n'avait pas été le cas, j'ai l'impression que si c'est pas Vince qui a répondu par la bouche de ce canon, ben c'est Triple H qui l'a fait en fin de semaine avec TakeOver. Grosse riposte. Le 25 TakeOver en à peu près 5-6 ans déjà de l'expérience NXT. Puis, tu sais, on n'en a pas beaucoup des événements TakeOver qui sont décevants. Fait que le standard est toujours élevé, puis ils trouvent toujours le moyen de la repousser d'une coche en haut à chaque fois, sans dire que c'était le meilleur TakeOver des 25. C'était juste du fun mur à mur pendant 2h20 que ça a duré à peu près. C'est peut-être ça la recette magique aussi NXT. C'est 5 combats, c'est court. Il n'y a pas d'énergie perdue, il n'y a pas de motion perdue. Puis on laisse le temps nécessaire au combat en tant que tel. T'sais. Un main event très long, au moins une demi-heure, je pense qu'ils ont fait les deux gars. 32. Donc, tu sais, on laisse le temps à tout ça de respirer. Puis même les combats de sous-carte, Riddle, Roderick Strong ont eu une bonne quinzaine. Donc, tu construis tes vedettes avec tout ça. Et honnêtement, je m'attendais à avoir du plaisir, mais pas tant que ça. Là, j'étais juste comme, oh, OK, t'as peu. Le Roderick Strong match Riddle, ça m'a parti comme ça. Là, je suis arrivé à Velveteen Dream contre le retour de Tyler Breeze. Puis comme, hey, c'est vrai, Tyler Breeze était donc belle fun à NXT. Là, ça montait. Et même, souvent, Shayna Baszler sans dire une déception, des fois, c'est peut-être le combat qui nous donne une petite bouffée avant le main event. Parce qu'elle fait souvent le même combat. Ouais, puis là, j'ai entendu la critique que c'était encore le cas, mais moi, je l'ai aimé, ce combat-là. Il y avait quelque chose de plus, parce que oui, elle a encore dominé Io Shirai, mais Io Shirai a quand même construit son personnage au travers de tout ça. Elle a résisté un peu à l'assaut des deux autres filles. Elle a eu le dernier mot avec le kendo stick. Donc, au lieu de juste être Shayna Baszler qui domine, on a eu Shayna Baszler qui domine, mais une adversaire qui se prépare une contre-attaque. Puis ça, c'est intéressant. Donc, sans dire que
Ouais, je pense que c'est son meilleur combat NXT qu'elle a eu chez Shayna Baszler. C'est important que Yoshirai prenne la peine de bien se définir parce que justement, depuis qu'elle était arrivée, du moins dans ses premiers mois, elle s'était définie par association avec Kairi Sane qui, assez rapidement après, est allée disparaître à SmackDown. J'avoue, on la voit pas. On la voit pas depuis, c'est ça. Et donc, on avait peut-être l'impression que Yoshirai pouvait désormais manquer un peu de personnalité qui lui était propre. T'sais, on dit oui, the genius of the sky, mais c'est une chose, c'est pas comme si c'était la seule lutteuse à faire des flips maintenant. On en a vu d'autres, donc ça prend quelque chose de plus pour réussir à sortir du lot. Puis là, je pense qu'avec cette espèce de petite attaque après, c'était réussi. C'était... Elle reste babyface, mais avec une espèce de mean streak additionnel, puis ça fait toujours du bien. Je pense qu'avant de plonger dans les combats, dans le détail, là, je vais le faire tout de suite. L'étoile de TakeOver, c'est Mauro Ranallo. Oui, comme toujours. Il était en feu. Je sais pas ce qu'il avait mangé ce samedi-là, mais dès le premier combat, il y avait la pédale dans le tapis, puis c'est comme... Wow! Puis au début, je suis comme, c'est pas ça fait longtemps que j'ai pas entendu Mauro, puis je suis comme content parce que le dernier takeover, on était en direct, je l'avais pas réécouté moi à la télé, donc on dirait que je faisais la voix de Mauro, je l'avais quasiment oublié, mais j'ai sauté sur Twitter un petit peu après, puis tout le monde c'est comme, wow, Mauro's on fire, incredible calling by Mauro, puis c'est comme, ok, je suis pas tout seul qui a vraiment l'impression que Mauro s'est levé ce matin-là, puis il s'est dit, à soir, je donne un show, puis il en a donné tout un, puis avec la dynamique avec Beth Phoenix aussi, j'aime beaucoup ça. C'est ça, en fait, juste pour revenir sur Mauro, il y a plein de codes qui m'avaient marqué, mais celui vraiment que j'ai retenu, c'est Johnny Gargano a plus de cœur que la Saint-Valentin. J'ai trouvé ça absolument fantastique. Mais Beth Phoenix, ça, au début, quand le gala a commencé, normalement, c'est quoi? C'est Percy Jackson qui s'appelle le troisième commentateur de Watson. Il est parti. Il est parti pour le bon? Ouais, je pense qu'il veut être acteur ou animateur. Il a demandé son release, puis ils ont donné. Mais je sais pas pourquoi dans ça. J'avais l'impression de me dire, peut-être que la carte va commencer avec le match féminin. C'est pour ça qu'on met Beth Phoenix. Mais non, elle a fait vraiment un excellent travail. Et j'oserais dire, un meilleur travail que celui qui est fait par Renee Young depuis son arrivée à Raw. Oui, mais en même temps, Renee Young faisait un bon travail aussi quand elle a commencé, avant qu'on la force à rentrer dans la formule, puis quand tu te fais parler des oreilles non-stop pendant le show, puis c'est qu'on voit la liberté, je pense, qu'ils ont plus à NXT que sur la main roster. Pour moi, c'est pas Beth est meilleure que René, c'est la situation à NXT est plus facile à gérer. Te permet plus de briller que sur le main roster, à mon avis. N'empêche, parlant de contexte, j'ai pas pu faire autrement en voyant Beth Phoenix, finalement, qui collait le gala au complet, de me dire, tu sais, Moxley rendu à W, René dans une position peut-être un petit peu ambiguë, peut-être qu'on commence à préparer l'éventualité où René va partir, puis peut-être que les fans sont habitués à avoir une voix féminine à la table des commentateurs à Raw, donc peut-être qu'on prépare sa relève. Peut-être. C'est vrai qu'on y pense moins à Renee Young, mais dans une chaise qui doit être pas si confortable que ça. Là, à chaque fois que Moxley sort un bon coup sur la scène indépendante, comme ben oui, c'est mon mari, là. Je l'encourage pas. On va en parler en masse de Moxley un peu plus tard dans l'émission. Tu dis, avant qu'on commence à parler des combats en détail, je trouve que Shayna, vous en avez parlé pas mal en détail déjà. En début de show, Matt Riddle, Roderick Strong, encore une fois, ont montré... Strong a montré justement dans ce combat-là comment on le sous-estime parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnalité, il n'y a pas beaucoup de gimmicks. À l'extérieur de Undisputed Era, tu sais, avant, moi, j'étais plus ou moins intéressé quand il était arrivé, avant qu'il fasse son heel turn. Mais il nous rappelle que c'est dans le ring qu'il est bon. Puis avec un gars comme Matt Riddle, ils ont donné une clinique de 15 minutes. C'était de l'excellente lutte. Là. Il a donné le meilleur match de Matt Riddle, du moins dans les takeovers. J'avoue, j'ai pas vu tout ce qu'il a fait dans le cadre des émissions hebdomadaires de NXT, mais je savais que Matt Riddle arrivait avec une grosse réputation. Les attentes étaient très élevées par rapport à lui. Mais tu sais, ce qu'on avait eu à date, c'était contre Cassius Ohno. C'était pas particulièrement mémorable. Ils n'ont pas eu de temps non plus. Le Ono Riddle aurait pu être bon, mais c'était comme 8 minutes. C'était juste télégraphié un peu. Puis sinon, contre Velveteen Dream, c'était un bon match, mais j'avais l'impression qu'on était peut-être plus dans un concours de personnalité que dans un match de lutte, alors que là, c'était vraiment, on donnait la chance à Matt Riddle de montrer ce qu'il y avait dans le ventre d'un point de vue technique, d'un point de vue vraiment wrestling, et il m'a vraiment épaté. Et justement, c'est un match qui est parfaitement exécuté parce que même s'il y a un gagnant et un perdant, les deux lutteurs sortent grandis. Oh, puis c'est un opener typique. C'est comme, il n'y a pas d'enjeu réel, mais t'es comme juste, OK, ces deux gars-là, j'ai vu sur ma map de NXT à toutes les émissions. Matt Riddle est clairement dans la mire pour plus. Si c'est pas lui le prochain aspirant à Cole, il sera pas loin dans the line. Donc,
c'est l'éclosion de Matt Riddle. Puis ça prenait une bonne main comme justement le Roderick Strong qui a 15 ans de ring en arrière de la cravate pour le faire travailler, sortir tous ses moves. Matt Riddle a sorti des moves qu'on n'a pas vu souvent de sa part. Là. Des séquences justement où il en enchaînait 3-4 un après l'autre rapidement qui étaient comme comment vous faites pour survivre à ça? Et tout ça nu-pied. Je suis fasciné. Un jour, il va se briser quelque chose, ça va comme faire... C'est arrivé à Rusev qui se battait nu-pied avant, puis maintenant il s'est blessé à la cheville, puis depuis ce temps-là, il se met des bottes. Mais on ne souhaite pas ça à Riddle, parce qu'il va retirer plein de monde, ça a l'air. Fait qu'il faut qu'il soit en santé. C'est ce qu'il nous dit. C'est Goldberg, c'est Lesnar, on le laisse aller. Vas-y, envoie tout le monde à la retraite. Donc c'est ça, en plus, on a un peu brisé la streak de commencer avec le championnat par équipe qu'on a fait pendant presque tout le règne des War Raiders. On les a placés en deuxième finalement. Puis là, moi, c'était le combat dans lequel j'étais comme... Il n'y a pas grand monde que je trouvais nécessairement méritant de cette ceinture-là. Mais là, 21 minutes, match par échelle, puis là, tout le monde a fait comme « Ah ouais, ben on va vous prouver qu'on est capable de vous donner un show. » Ouais, puis dans le preview, j'en avais parlé, là, je pensais que Street Profit, ça marchait leur affaire. Je suis pas plus un fan de Street Profits, ceci dit, mais oui, ce combat-là, ils ont donné tout un show. Puis le pop à la fin, je pense que c'est la bonne décision. Tu sais, comme la réaction de la foule justifie le « Wow, OK, à la fin, il saute sur l'échelle, il part avec, là, tout le monde a le Red Cup, puis ils sont partis. » Fait que, OK, je vais lui laisser la chance de me convaincre qu'ils sont bons. Pour l'instant, je suis encore en défense, mais avec une performance comme ça, c'est ça, c'est les 4 équipes. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé la run des Forgotten Sons avec le gros monstre qui est comme why not? Envoie le gérant monstrueux tuer tout le monde. Puis après ça, tout le monde est contre lui. Puis il se relève, puis il se relève, puis il se relève. Je suis comme pourquoi on peut pas avoir du fun une fois de temps en temps? Oui, c'était over the top. C'était très slasher movie, il veut jamais mourir, on va l'enterrer. Mais why not? C'était comme une pause dans le combat de tous les high spots. Tout le monde a repris son souffle, puis pendant ce temps-là, on vargeait sur un monstre avec des échelles. Puis là, à un moment donné, il était down for good. On retourne au match, c'est correct. Je sais pas, ça a comme aidé le rythme du combat. Souvent, c'est sur le main roster ou même ailleurs, ça a déjà été tenté là, avec des Kane de ce monde et tout ça. Puis on était comme, ça casse le rythme, c'est trop slow. Là, c'était juste le fun. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, ça a été parfaitement exécuté. La seule affaire que je trouvais drôle avec ça, c'est, bon, tu viens d'évoquer Kane. Kane a une présence physique particulièrement intimidante, ce qui n'est pas tout à fait le cas de ce gars-là. Il n'est pas si gros que ça. Il n'était pas vraiment beaucoup plus gros que les autres. Fait que j'avoue que juste physiquement, je trouvais ça. J'avais de la misère à m'investir dans l'histoire qui m'était racontée. C'était un monstre qui est vraiment comme une coche en haut de tout le monde. Mais bon, comme tu dis, ça a été bien exécuté en bout de ligne, puis bon, je me suis laissé prendre au jeu. Parce que c'est un biker, tu sais, les bikers sont plus badass. T'as pas écouté Sons of Anarchy. Non, c'est ça qui me manque, je pense. Mais sinon, même avant que le match commence, les Street Profits étaient visiblement over, la foule est derrière eux, puis, tu sais, ils sont capables de se débrouiller très bien dans le ring. Bon, quelques spots athlétiques, mais je pense qu'ils gagnent aussi parce que c'est l'équipe qui a le plus de personnalité, puis c'est important dans la lutte. Ils comprennent la game, là, je pense. Ils n'ont pas plus de personnalité que Kyle O'Reilly, là, qui est comme... Avec le air guitar, moi, il me divertit beaucoup. Mais je pense qu'on l'a eu, là, le ring par équipe des anciens Re-Dragons, puis de Undisputed Era. Donc, c'est le temps de passer à d'autres choses, puis ils ont donné un symbole de choses. Bobby Fish s'est reblessé, je pense. Ben, à la fin du gala, il y avait son bras dans un attel. Je me demandais si c'était juste vendre comme à quel point le combat avait été violent. Le combat était tough. Là. On a vu des photos aussi du dos de Kyle O'Reilly. C'est Kyle, qui a eu un gros kendo stick dans le dos, puis la marque est large de même. Fait que non, puis... C'était même pas le meilleur combat de la soirée. Puis ils ont donné un symbole de show, là. 4 équipes d'échelle, puis il n'y avait pas de mauvais spot. Puis ils ont quand même trouvé le moyen de continuer le crescendo après. On n'est pas rendu là au meilleur match de la soirée encore, parce que là, il y a eu Dream contre Breeze. Donc, le retour à NXT de Tyler Breeze, qui, là, apparemment, selon Triple H, est de retour à NXT pour une période indéterminée. À temps plein. Je pense que... Breeze va être content de ça, les gens aussi, parce qu'on l'aimait. Puis même dans le temps, il y avait un rôle, avant qu'il soit collé up, il y a toujours eu un rôle justement de mettre en valeur souvent ses adversaires. C'est pas un gars qui gagnait nécessairement souvent, mais qui était là pour donner des bons matchs, puis faire bien paraître
une star montante ou quelqu'un ça. qu'on établit. Puis là, c'est le rôle qu'on lui a donné. Il a tout pris de Dream. Puis, Je trouvais que ça paraissait un petit peu dans le match, par exemple, qu'il a eu moins l'occasion de lutter au cours des 2-3 dernières années. Son timing était peut-être pas aussi précis que celui des autres lutteurs sur la carte. Cela dit, c'est Velveteen Dream contre Tyler Breeze, juste dans le storytelling, dans les personnages que tu mets ensemble, ça s'écrivait tout seul. Ils nous ont donné le match précisément auquel on s'attendait. Puis en bout de ligne, à la fin, le selfie ensemble. Selfie à deux, même au milieu du match, le spot avec le selfie sur la table des commentateurs avec la ceinture à côté, Velveteen qui prend le téléphone de Breeze, c'est ça que tu veux voir dans un match comme ça. Là, tu veux pas juste de la lutte technique. Là, donc moi, justement, on avait été servi en lutte technique en début de carte. Là, on va un petit peu ailleurs. On disait que ça avait été une des grandes forces du gala de Double or Nothing la semaine d'avant, d'aller dans différentes directions. Je pense que c'est quelque chose à quoi on a eu droit aussi dans ce gala. Puis Velveteen continue d'être une shining star aussi là, pour NXT. Puis c'est sûr. Dans le milieu de la carte, on dirait que j'aime ça que tu le positionnes solidement comme c'est ça son rôle. Comme pour l'instant, là, il brille là, puis continue de le laisser se développer. C'est pas pressant de le caller up, de l'envoyer dans le championnat du monde NXT. Juste, il est champion nord-américain, là, puis c'est écœurant. Il y a la colonne du show, généralement dans le milieu. C'est un moment où on pourrait perdre un peu d'énergie, puis c'est comme, non, c'est le combat de Dream, tu sais, puis... Non, c'était super bien joué. Puis là, le Breeze, c'est ça. S'il sert de main pour relever tout le monde comme ça, go for it. À la limite, peut-être même qu'il pourrait s'allier à Velveteen. Ça serait dans tout le roster celui qui fonctionnerait avec lui le plus logiquement. Ah non, mais il faut laisser de la place à Surgeon Tango quand il va revenir. Là. Surgeon Tango? C'était pas Surgeon, le nom. Fandango, quand il était en Fashion Police. Okay, oui. Il y avait des noms d'enquêteurs. Dango. Puis là, ils se sont relancés sur Twitter. Là, ça a l'air à le travailler. Moi aussi, je pourrais y retourner. Il a mis des photos de lui dans le temps. Clairement, il va préférer retourner à NXT que sur le main roster. As-tu déjà été à NXT, Fandango? Oui, c'était Johnny Curtis. OK. Parce que première saison de NXT. Puis il a été un petit peu dans les émissions télé, mais c'est ça, dès qu'ils l'ont remonté, ils l'ont repackagé tout de suite en Fandango, danseur de tango. En faisant gagner contre Jericho WrestleMania son premier match. C'était pas l'idée du siècle. La quantité de choses que tu pourrais... savoir de choses qui servent si tu faisais de la place en effaçant ces affaires-là de ta mémoire qui étaient dans la première saison de NXT. On a un podcast de lutte, puis je suis comme, qu'est-ce que ça donne de savoir ça? Concrètement, absolument rien. Imaginez si Paul Rudd était tombé dans la lutte, à quel point collectivement on serait en arrière. On l'a l'image, elle s'appelle Pat Laprade, qui est insupportable. On veut pas de ça personne, fait que je vais continuer de rajouter des connaissances diverses par-dessus. C'est bon. Juste parce qu'on a besoin d'une alternative. On est l'alternative. Shayna qui a battu Yoshirai, ça on en a déjà parlé. Là, dans le main event, la première question qu'il faut parler sur Cole et Gargano qui ont offert, c'est clairement un candidat au match de l'année déjà en ce jour-là, la moitié d'année à peu près. Première question, est-ce que c'est un meilleur combat que celui de NXT TakeOver, pas MSG, mais New York à WrestleMania? C'est une bonne question, j'aurais de la misère à y répondre parce que nous, on l'a vu en direct dans le stade, là-bas dans l'aréna, et je ne l'ai pas réécouté à la télé, puis j'ai l'impression qu'il faudrait que j'aille cette perspective-là. On était vraiment fatigué aussi. N'empêche, on avait absolument apprécié le spectacle. J'avoue, je me souviens quand le match a fini d'avoir fait comme « wow, OK », la montée dramatique était particulièrement bien réussie. De là à dire s'il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre, par exemple, je sais pas. Moi celui-là est venu me chercher plus. Je trouve que justement, ce qu'on fait bien à la NXT, c'est les callbacks par rapport au match précédent. Donc, quand tu avances... sur le main roster, quand t'es rendu au 3, 4e combat, souvent entre les deux mêmes gars, t'es juste un peu tanné parce que c'est de la redite. Là, c'est souvent, ça s'améliore, mais un peu même chose avec Gargano et Ciampa parce que là, tu joues sur plein de callbacks à l'intérieur du match. Puis t'assumes le fait que les deux lutteurs ont appris à se connaître, maîtrisent mieux l'arsenal de l'autre. Tout le temps. Puis tu fakes des... tu sais, comme Cole qui fait semblant d'essayer de caller l'Undisputed Era, mais que finalement, non, c'est juste pour que tu... Non, c'est ça. J'ai adoré le 2 de 3, mais je pense que le storytelling de celui-là était mieux rythmé. Parce que le défaut du 2 de 3, c'est que le premier 10 minutes était vraiment lent. Tandis que là, ils sont tout de suite mis en mode callback, en mode je vais essayer d'y aller avec un quick pin pour te surprendre, puis m'en aller avec la ceinture. Puis
la séquence finale. Tu sais, on dirait que le 2-3, c'était plus du grandiose, puis à un moment donné, ça a fait pouf. Là, c'était comme, OK, il faut aller plus haut que grandiose, fait qu'on va juste faire une espèce de séquence qui n'a pas de maudit bon sens. Le dernier 5 minutes, là, t'as de la misère à trouver des moments où respirer, tellement qu'il en donnait mur à mur. Puis si toi, t'avais de la misère à respirer, imagine Moreau. Ouais, Moreau, il capotait sa vie, et je pense que j'ai été legit surpris par la victoire d'Adam Cole. Tu sais, c'était sûr que c'était un scénario c'était pas improbable, là. On sentait que c'est pas champ gauche comme décision, mais la façon qu'ils nous ont raconté l'histoire, je pensais encore là, que à peu près à 5-6 minutes de la fin, je pensais ça s'en va vers un Johnny comeback. Là, là, il donne vraiment tout. Puis Johnny va squeaker une victoire de face. Puis Undisputed Era va avoir perdu tous ses matchs, puis on va continuer de s'en aller vers un break-up. Puis Cole a gagné, mais pas en heel. T'sais, Cole a gagné straight, puis c'est un face-pop qu'il y a à la fin, puis tout le monde était content. Sans dire un double turn, le Gargano n'a pas turné heel. Ils ont réussi à raconter l'histoire que Adam Cole gagne tout seul. Puis si, mettons, là, que dans 2 semaines, l'angle, c'est je me sépare d'un Disputed Era, j'ai plus besoin de vous autres, là, ben, tu sais, tu l'as, ta base est établie. Fait que je pense qu'ils préparent le tremplin pour Adam Cole. Puis le pop à la fin, là, le Adam Cole baby avec la belt, c'était comme, OK, je suis hook, là, give me more. C'était vraiment bon. Je suis vraiment content qu'Adam Cole soit champion. J'ai l'impression qu'il y a plus de la trempe de champion que Johnny Gargano. Johnny Gargano, pour rien y enlever, ce qui est intéressant avec un personnage comme le sien, c'est quand il va poursuivre un championnat, quand il est dans la course, alors que quand il l'a, ben, ça lui il perd un peu sa raison d'être. Tandis que l'arrogance d'Adam Cole se prête parfaitement bien à l'attitude d'un champion. Mais même, comme je viens de dire, si... Avec Johnny Gargano, ce qui est important, du moins ce qui est intéressant, c'est sa quête du championnat. T'sais, on peut pas minimiser l'importance que Johnny Gargano est en train d'avoir dans l'histoire de NXT. C'est systématiquement tous les matchs auxquels il participe. Là, je pense que c'est son 14e dans le cadre de Takeover. C'est tous des matchs, on peut lancer des étoiles, là, mais c'est tous des matchs d'exception. Il a déjà dit, justement, quand il se faisait demander s'il avait hâte de monter dans le main roster, il dit non, NXT, c'est ça le main roster pour moi. Puis reste avec cette idée-là, s'il te plaît, Johnny Gargano. Puis il sait, je pense que son avenir est probablement plus lié à 205 qu'au gros show. Puis ça, c'est déprimant. Tant qu'à ça, reste une vedette là, puis reste, Puis il s'essouffle pas. Je veux dire, justement, quel autre lutteur d'un NXT a cette longévité-là en termes de qualité de match? Aucun. Johnny Takeover, le combat commence, t'es à 4 étoiles déjà, puis il reste juste après ça, jusqu'où vous allez être capable de pousser l'aiguille. Non, puis là, il vient de perdre. Ça serait très justifié de faire un rematch à TakeOver Toronto, puis il n'y a personne qui se plaindrait d'un rematch à TakeOver Toronto. Et puis là, on entend que Ciampa est en avance sur son rétablissement, fait que peut-être que déjà, on commence à préparer le terrain pour ça. Ouais, c'est ça. De façon réaliste, je pense pas on le reverra pas en 2019, mais peut-être à la télé, c'est parce que c'était comme n'importe où entre 3 et 12 mois, une fusion de coups. Fait que là, si tout va bien, puis qu'il peut recommencer à prendre du contact, il est quand même months away, là, parce que c'est du sérieux. Il faut que ça attende que les deux os se soudent ensemble, donc il n'y a pas de formule magique. Mais le voir sur le panel, venir parler, ça veut dire que ça va bien, qu'il est en forme, qu'il est comme in good spirits. Là. Fait que s'ils veulent pas le tasser, ben, au pire, tu le ramènes juste dans un angle... avec une béquille, avec whatever. Là, tu peux le remettre à la télé sans qu'ils soient impliqués physiquement dans les storylines de Gargano, surtout que tu as eu la réconciliation un peu. Tu peux jouer là-dessus, puis c'est mon boy, Thomas. Tu le ramènes quand tu veux. Puis là, la rumeur veut que là, les 2 prochains possibles call-up de la NXT soient justement les 2 champions en simple, autant du niveau des femmes que des hommes. Donc, on parle de Shayna et de Cole. Donc, c'est sûr que là, ça ouvre la place à plein de spéculations aussi. Est-ce que tu refais tout de suite perdre la belt à Cole? Tu le fais-tu monter avec la belt? Tu fais quoi avec Undisputed Era? Moi, je pense que... Moi, ce que j'aimerais... Parce que s'ils font monter Undisputed Era au complet, ils vont devenir l'équivalent des Good Brothers puis du club. Puis ils vont être... Ces gars-là, je pense pas qu'ils vont se ramasser sur le main roster. Ils vont pas être des stars sur le main roster. Cole, peut-être, là. Fait que c'est pour ça que Cole peut partir. Puis garde Undisputed Era comme étant ton Bullet Club de la NXT ou change de leader. Remets quelqu'un d'autre dans ce spot-là. Joue avec le roster, mais garde la faction à l'intérieur. Ben oui, je préférerais, moi, que les 3 gars kick out Cole. Parce que là, t'es champion, puis tu commences à te prendre pour un autre. Puis
Undisputed Era, c'est plus gros que toi. Puis, non, ça pourrait être un bel angle. Quoique là, il y a Kevin Owens qui arrête pas de teaser sur Twitter qui veut être le leader d'Undisputed Era. Il pose des montages de lui avec la gang, genre, pendant le main event, notamment, il y en avait mis un, justement. That looks good. Lui en avant-plan avec Cole en arrière, puis les 3 autres gars. Je suis comme, c'est fatigant. C'est des vieux chums de la PWG puis dans la ROH. C'est ça, mais Cole va être callé up plus tôt que tard. Il est encore jeune en plus, fait que tu peux construire beaucoup. Sur Adam Cole, il était champion du monde partout, ce qui est passé. Là. Son seul knock de toujours, c'est qu'il était petit, puis c'est de moins en moins une variable si le personnage est over. C'est comme la nouvelle Ligue nationale de hockey. La taille s'est rendue overrated. Là. On veut de la vitesse et du talent. Ben, c'est ça. Puis ça, il y en a à profusion, puis il y a des cheveux. Il y a beaucoup de cheveux. Ah oui, Adam Cole a beaucoup de cheveux. Quoi, j'ai bien le droit de parler de ma tristesse de calvitie. Pourquoi tu penses que j'ai un chapeau aujourd'hui? Ma nouvelle coupe de cheveux aussi me met en situation où j'ai beaucoup plus de front que. Il commence plus tôt qu'avant, ce front-là. Même. 2 pieds de front. Pas grave. On reste des hommes, François. Yes. On reste des hommes. On s'aime pareil. Donc, puis c'est ça, Shayna, éventuellement, on s'y attendait depuis un bout. Là, elle serait mieux, surtout que elle remplirait le vide laissé par le départ, du moins l'absence de Ronda Rousey, ce genre de lutteuse MMA, elle aurait sa place. Oh, et puis ton personnage va se vendre bien à un plus grand auditoire. Il faut juste monter le volume un peu sur le fait qu'elle est méchante, puis c'est correct. Parce qu'elle commence à avoir fait le tour à NXT. Un peu. Bon, main roster. C'est le show en Arabie Saoudite vendredi, de quel on va pas parler nécessairement en détail, parce que pour toutes les raisons qu'on connaît, sauf que justement, tu voulais nous parler, tantôt tu nous as expliqué des affaires, puis là, je veux que tu y ailles là-dessus, sur justement... si vous voulez savoir en plus de détails, pourquoi c'est evil un peu cet événement-là en Arabie Saoudite? Ben ça, je moi-même pas nécessairement entrer dans tous les détails parce qu'on en aurait pour une heure juste de parler de ça, mais c'est bon, un de mes bons amis qui, lui aussi, on va faire une petite blog. Ben oui, Jean-Michel Berthiaume à Choc, dans le fond, parle de lutte dans un podcast depuis plus longtemps que nous autres. C'était Pute de lutte auparavant, maintenant ça s'appelle Prise de lutte. Il couvre davantage de la scène indépendante, mais c'est vraiment lui et Marjorie, des grands connaisseurs de lutte. Puis il m'a conseillé lundi dans notre ligue de balle molle d'aller écouter le podcast WrestleNomics, ça s'appelle. Ça aussi, donc tant qu'à parler d'autres podcasts, je vous encourage à aller écouter celui-là, surtout dans la mesure où c'est un podcast de lutte quand même différent. On s'entend que d'habitude, les podcasts de lutte, l'essentiel du contenu, et nous autres aussi, on fait ça, c'est parler du booking. C'est l'angle qui est généralement le plus populaire, alors que dans WrestleNomics, on n'aborde pas du tout le booking. C'est beaucoup plus les chiffres. C'est les chiffres, exactement. Et donc, initialement, c'était 2 gars. Là, désormais, c'en est un des 2 parce que il y a celui qui est parti, en fait, s'est fait recruter par la AEW. La AEW, en commençant la fédération, ils ont dit on a besoin d'un numbers guy. Ce gars-là, visiblement, connaît ces choses. Donc, on est allé demander ses services. Puis, par transparence, il a voulu peut-être un petit peu prendre ses distances. Mais là, en tout cas, celui qui reste a préparé un épisode, justement, ce lundi, sur la question de l'Arabie Saoudite. Puis, justement, on a répété souvent nous-mêmes mais tu sais, c'est un peu malaisant. Regardez ce gars-là. C'est pas nécessairement un régime politique très enthousiasmant, celui qu'on retrouve là-bas. C'est une manière très polie de le dire. C'est ça, c'est un euphémisme, disons. Et lui, prend la peine vraiment de dire pourquoi, étape par étape. Donc, notamment les guerres dans lesquelles l'Arabie Saoudite est impliquée avec le Yémen, des blocus d'aide humanitaire. On va cibler des mariages, on va cibler des autobus scolaires. Écoute ça, c'est comme OK. Ouais. Déjà, l'épisode commence, fait... Je savais qu'il était méchant, mais d'avoir comme des exemples concrets comme ça, ça me rend très, mal à l'aise à encourager la WWE par extension. Puis là, ils reviennent sur tous les galas qu'ils ont fait dans les 2 dernières années, puis aussi insister sur le timing, dans le fond, à chaque fois. C'était une mauvaise idée parce que, on en avait parlé, mais le deuxième, c'était l'histoire de Khashoggi, notamment. Puis ils reviennent même sur... il y avait eu un espèce de petit gala à Abu Dhabi, dans le lobby d'un hôtel. C'était Sacha
Sasha Banks contre Alexa Bliss. Puis on disait, c'est la première fois de l'histoire que des femmes peuvent se battre au Moyen-Orient. Qui était couverte. C'est ça, il était couvert au complet. Puis là, tu sais, il y avait eu le chant dans la foule, This is Hope. Reste à voir à quel point c'était planté ou c'était quelque chose d'authentique, mais c'est devenu une super grosse ligne de communication et c'est venu un peu légitimer toute l'entreprise à WWE en disant oui, on comprend que présentement, c'est peut-être pas super présentement, mais on pense à long terme, on veut être un acteur de changement. Grâce à nous, éventuellement, les femmes vont pouvoir avoir plus de droits. Nous-mêmes, on est en droit de douter de ça. C'est juste pour se donner bonne conscience, faire plus d'argent. Parce que voilà, comme c'est un podcast de lutte, il n'y a pas accès aux chiffres précis, mais selon les calculs, il va voir dans les rapports financiers, c'est un événement qui est plus payant que WrestleMania pour la compagnie. Donc, ils ont de la difficulté justement à se priver de ces chiffres-là. Puis même, ce qui est drôle, je ne sais pas comment il réussit à mettre la main sur ça, mais il y a les enregistrements des discussions des actionnaires à chaque quarters, là, les quarterly reports. Je sais pas comment en français. Je pense que c'est public. Il y a des calls, il y a des affaires comme ça qui se font par téléphone. Il y a certains médias y ont accès, dont eux autres. Bon, ben c'est ça. Je sais pas si toi puis moi, on pourrait appeler juste pour le fun pour être sur le call, mais je pense que quand tu es un média reconnu, tu peux avoir accès à ces calls-là. Oui, parce que dans le fond, c'est qu'ils rendent des comptes. Vu que c'est une compagnie cotée en bourse, légalement, il faut que tu rendes des comptes. Je pense que c'est dans ces occasions-là, 4 fois par année. Bon, OK, on a fait ça, on a fait ça, les chiffres ont fait ça, on fait ça, on fait ça. Fait que c'est très formel. C'est probablement un texte écrit. Les gars, c'est pas une conversation spontanée. Mais oui, ça te donne un espèce de droit de regard sur ce qui se passe dans le boardroom, ce qu'on n'aurait pas dans une compagnie non cotée en bourse, par exemple. Justement, par rapport à ça, il y a des questions par les actionnaires par rapport à la situation en Arabie Saoudite. Justement, dans le podcast, il met les extraits de ça. Puis, 2 fois plutôt qu'une. Il y a deux personnes qui posent des questions super structurées. Bon, présentement, situation politique, comment vous pensez juger ça? Ils ont réagi par rapport à ça. Puis, on comprend aussi d'un point de vue financier, ça peut avoir un impact là, à moyen terme. Et les réactions de Vince McMahon, c'est juste on fera pas de commentaires sur ça. Mais je veux dire, fuck, ta job, c'est justement d'être redevable envers tes actionnaires. Puis, tu refuses de répondre aux questions tout à fait légitimes qui sont posées. Ouais, ils s'entorchent, les actionnaires. C'est ça. Puis là, après ça, à la réunion d'après, il dit bon, on a fait plein de profits, donc ça vous montre qu'on sait qu'est-ce qu'on fait. C'est comme, non, c'est la définition même de l'argent sale. C'est plate à dire, mais c'est la seule motivation parce que la ligne, tu le disais, d'être l'acteur de changement, elle m'horripile cette ligne-là. Parce que là, t'as comme les lutteurs qui se disent qu'ils veulent des troopers, qui se mettent à la répéter aussi. Donc là, c'est plus juste Vince McMahon puis l'entité corporative. C'est genre Roman Reigns qui fait une tournée d'entrevue puis qui dit « Ah, mais si on veut être un acteur de changement, il faut être proactif. » Randy Orton dans un aéroport la dernière fois. Donc, tu sais, t'es comme... C'est pas honnête de demander à tes travailleurs d'endosser des lignes de parti carrément pour du dirty money, puis c'est encore un très long deal. La situation ne changera pas. Là. Le vecteur de changement, là, dans 10 ans, l'Arabie Saoudite ne sera pas soudainement une terre prospère et progressiste. Là. Ça va rester le royaume de l'Arabie Saoudite. C'est un royaume. Là. C'est encore plus une dictature que Vince McMahon. C'est une famille royale qui gère tout ça. Ouais. Ça ne changera pas. Là. C'est fascinant. Puis là, il faut aussi accepter que notre voix n'est pas écoutée par la WWE. Ils s'entorchent. La seule chose qui peut avoir un impact, la seule chose qui est vraiment écoutée au niveau, dans les hautes instances de la WWE, c'est au niveau de l'argent. Moi, je vous encourage, si vous voulez. Moi, je l'ai fait. J'ai cancellé mon abonnement au network au moins pour l'été. Là, je verrai quand SummerSlam arrivera. Là, je reconsidérerai, mais moi, j'ai décidé de canceller mon abonnement. Puis, je vais essayer d'utiliser cet argent-là, donner cet argent-là à des œuvres de charité. Puis là, il y en a une, entre autres, qui peut être intéressante pour tout le monde. Parce que là, vendredi... qui est la date du gala. Samy a annoncé un nouveau fundraiser pour de l'aide humanitaire en Syrie. On sait que la situation n'est pas facile là-bas. Ils sont encore la source de beaucoup de bombing. Puis c'est une situation difficile. On connaît ses origines puis son attachement avec la région. Il part un fundraiser qui va commencer à 2h vendredi. Le message est un peu clair. Puis que ce soit ça ou quelque chose d'autre, prenez votre argent puis donnez-le à quelqu'un qui va peut-être plus
mieux l'utiliser, ne serait-ce que pour quelques mois pendant l'été, faire passer le message à WWE que parce que là, en plus, au-delà de tout ça, au-delà de l'argent, ce show-là fait mal aux produits. Ben oui. Parce que là, tu sais, quand Brock est venu gagner la mallette de Money in the Bank, on était comme ça peut être le fun si jamais on joue avec ça pendant un petit bout. Puis là, finalement, on se ramasse avec une storyline qui fait pas de sens. Brock dit qu'il va cacher, puis là, il cache pas. Là, vidéo de Stéphanie qui dit c'est inacceptable qu'ils disent ça puis qu'ils le fassent pas. Ta gueule, il peut faire ce qu'il veut. Là, Paul qui dit non, il revient cacher lundi. Là, il vient, il sac une volée à Seth Rollins après un match. Ouais. Le cash-in, il est là. C'est facile. Là. Puis On l'a dit, là. Non, vendredi. Fait que là, tu sais, c'est du bait and switch pour que le monde revienne. Puis là, il y a eu des hausses de code d'écoute de Raw. Fait que là, ça marche, on va continuer de le faire. On n'est pas plus cave qu'un autre. Fait qu'on s'enligne pour un été de... Tout le haut là, du storyline risque d'être vraiment désagréable à cause de ça. Parce que là, on est en quête de résultats immédiats. On est à 3 mois des débuts sur Fox. On veut des chiffres. On a promis des chiffres à Fox, puis c'est comme cette pression-là est réelle. Puis tu sais, nous autres, on le sait un peu plus parce qu'on est familier avec le monde de la télé. Mais c'est vrai que probablement que Vince a des meetings, puis probablement que les writers ont des meetings du « OK, vous faites ce que vous voulez, là, je m'en torche. Moi, je veux ce chiffre-là sur ma cote d'écoute la semaine prochaine. » Là, je veux dire qu'on élimine le brand split rendu là. Le Wild Card est en train de faire que ça n'existe plus, ça. Puis... C'est rendu quasiment une béquille prétexte là, pour avoir des maisons pour les lutteurs, mais ils se promènent tellement que ça tient plus la route. C'est à peine si on réutilise l'expression wild card quand on voit Roman Reigns arriver. Il est arrivé non seulement à Raw, c'est lui qui est la première toune au début de Raw, donc c'est ça. Alors que c'est Assume qu'il ouvre les 2 shows tout le temps avec Shane. Puis ça va être ça. Au pire, skip la première demi-heure. Si tu veux vraiment l'écouter, regarde, c'est ça, le Frank a cancellé le network. Moi aussi, je l'ai enlevé. Puis je l'écoute plus. Là. Je vais lire les résultats rapido. Je vais me tenir au courant. J'ai pas envie d'écouter ces 3 heures de télévision-là. Quand même qu'ils revitalisent la 3e heure pour ramener l'attitude era. Puis là, il y a du monde qui trouve ça drôle, R-Truth, avec le 24/7. C'est une abomination, cette affaire-là. C'est horrible. Ça, je le savais. Je me demandais comment amener cette conversation-là parce que je savais que toi, parce qu'il y a une partie de la population qui trouve... moi, j'ai vu du monde dire présentement, c'est le titre qui vaut pratiquement le plus à WWE. Tu vas faire de R-Truth un 17-time champion plus souvent que Ric Flair. Moi, je trouve ça merveilleux. Des gens en dessous du ring sans que personne voie. C'est horrible. Fait que là, c'est ça. On voit, on voit que justement, qu'il y a moyen de voir la même chose de 2 manières complètement opposées. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça ne l'est pas? Votre opinion est aussi bonne que la nôtre. Mais en tout cas, au moins, c'est quelque chose qui fait jaser. Quand tu acceptes que c'est un angle de comédie, ça devient appréciable. Mais si tu es fâché parce que tu veux voir des vrais matchs de lutte, là, je comprends là, que tu. Je suis même pas fâché. C'est que c'est de la mauvaise comédie. C'est comme le degré zéro du. Une joke de pète par un gros. Tu sais, c'est comme... On n'est plus là. C'est drôle, une joke de pète par un gros. Mais pas pendant 1h30. Tu vas glousser 10 secondes. C'est pas pendant 1h30. Non, pendant une semaine, 24 heures sur 24, c'est vrai, t'as raison. C'est encore plus long que ça. Dans les galas, le gala, tu viens de le dire, tu l'écoutes pas, Raw et SmackDown, ça va prendre genre 5 minutes à peu près là, sur les 3 heures ou sur les 2 heures. Puis justement, ça va être un 5 minutes dans lequel tu restes de rire au moins un petit peu. Je dis pas qu'on réinvente l'humour comme c'est pas à Bott et Costello, mais je sais pas, c'est efficace. Puis R-Truth, c'est le bon gars pour ce championnat. C'est à l'humour ce que Hot Dog était au cinéma. That's it. Il n'y a rien d'autre, là. Rapidement, une chose qu'on continue d'aimer de Ross, c'est les segments de Bray Wyatt, Firefly Funhouse. Il y a beaucoup de F, c'est dur à dire. Des nouveaux personnages. Oui, c'est ça, les nouveaux personnages. On a eu Vince, on a eu une représentation de Bray, de cochon, une danse. Puis en plus, le cochon s'appelle genre Husky, comme l'ancienne gimmick. C'est clairement une référence à lui, à son passé. On aime tout ça. Est-ce que là, il va falloir s'en venir dans le ring éventuellement? Il va falloir... Pendant combien de temps on peut
étirer ça juste des vignettes à la télé? Mais là, semble-t-il qu'il était censé déjà avoir fait son début dans le ring, mais il y avait Jojo qui a accouché comme de façon prématurée il y a 2-3 semaines, puis ça a un peu cassé les plans. C'est censé être là, son premier match. Peut-être là, après le showdown. Ben, d'après moi, oui. D'après moi, on est vraiment juste sur le bord, là, parce que j'ai vraiment pas l'impression qu'ils vont continuer de nous rouler des angles comme ça, des segments préenregistrés pendant 2 mois encore. Non. Je pense que le personnage est assez bien établi maintenant pour qu'on ait droit à le voir à l'intérieur d'un ring. Mais surtout, j'ai comme l'impression que dès qu'il commence dans le ring, c'est la fin du Firefly Funhouse parce que je pense que c'est de plus en plus établi que c'est quasiment, sans se dire un rêve, c'est comme une espèce de conversation avec son propre subconscient. Ouais, c'est comme un show pour lui-même auquel on assiste. Donc, dès qu'il retourne dans le ring, il y a comme son subconscient n'a plus besoin d'être alimenté, il est back. On dirait qu'il est dans un purgatoire présentement, puis qu'il fait juste s'auto-divertir, puis là, un coup qu'il en sort... Je sais pas comment ils vont l'amener. Ils vont peut-être continuer de faire les vignettes du Funhouse, mais j'ai le feeling que toutes les vignettes du Funhouse vont mener au moment où he's back, puis tout ça n'était qu'une longue construction. Là, dans le danse, on l'a vu, là, il est comme... il a perdu du poids, beaucoup trop incroyable avec ses chandails puis tout. Mais là, concrètement, on l'a comme vu en camisole. OK. Il a poussé de la fonte. Il a pris du bois aussi. Tant mieux pour lui, parce que je pense qu'il... Il était démotivé dans la dernière année et demie, puis ça paraissait autant dans le ring que dans son look. Là, les dreads très très longs, le surplus de poids, c'est juste un gars qui rentre faire sa job puis qui mail it in. Là. Donc là, il a l'air motivé. Quelque chose qu'il faudrait peut-être vérifier, j'ai vu ça passer vite, là, mais j'ai pas eu le temps de lire l'article au complet, c'est que bon, on sait que dans les dernières semaines, il avait lancé une espèce de course là, sur Twitter. Il disait allez réécouter mes anciennes promos. À chaque fois, il y avait comme une phrase qui détonnait. Puis là, j'ai vu passer, mais je dis ça là, sous toute réserve, que en fait, les phrases, ça serait le titre de chacun des épisodes de Firefly Funhouse qu'on a depuis le début. Fait qu'à la limite, faudrait aller voir, il y en a combien de ces phrases-là, et peut-être que ça nous annoncerait concrètement combien d'épisodes. Parce que le solutionnaire est sorti, là, Bray l'avait dévoilé et tout ça, puis tout le monde était off. Ça faisait aucun sens. C'était un poème louche. Comme on fallait s'y attendre, c'était juste un espèce de truc vraiment étrange. Mais ouais, j'avoue que j'ai pas fait le lien avec le Funhouse. Mais donc à la maison, on vous met sur ça. Là. L'armée... Easter egg hunting. Là. L'armée du paquet. L'armée du paquet. On va le faire un petit tour du côté du Japon. Mathieu, si tu veux sortir ton oreiller, faire ta sieste, il n'y a pas de problème. C'était avant-hier soir. Hier matin, nuit. Sur la finale de Best of Super Junior, avec 2 combats principalement qui nous intéressaient. Premièrement, la finale du tournoi entre Will Ospreay et Shingo Takagi. Et ça... Un autre contender au Match of the Year là, entre ces 2 gars-là. Ah ouais, puis c'est dans la shortlist, là, ça va être dans le top 5, garanti. Ils ont donné, là... Je pensais, tu sais, l'histoire rapidement, c'est que Shingo Takagi il avait pas perdu aucun combat à la New Japan depuis qu'il est arrivé. Il avait juste perdu des combats par équipe, mais en solo, il n'avait jamais perdu. Il a passé le tournoi, il a passé au travers de tout le monde. Ça fait combien de temps, mettons, qu'il a commencé? 1 an, grosso modo. Okay. Donc, c'était la lignée de Shingo Takagi, c'est « Je n'ai jamais perdu en simple à la New Japan ». Puis moi, je le voyais pas perdre dans cette finale-là non plus. Ils l'ont vraiment buildé comme un gros... En plus, c'est ça, c'est les Best of Super Junior, mais le règlement pour le Best of Super Junior, c'est faut que tu pèses moins de 205 au début du tournoi. Donc, après ça, tu peux bulker up. Puis clairement, ils ont joué la ligne du Shingo Takagi. C'est un gros 205. Là. Moi, je pèse 205 livres. Là, c'est très lousse comme notion de 205 livres. T'as pas pesé 205 livres depuis 15 ans. C'est ça. Et que si je me déshydrate pendant une semaine avant un début de tournoi, je pourrais le descendre. Puis après ça, je vais reballonner à 230. Shingo, c'est à peu près ça. Fait qu'il était plus gros, plus fort. Puis là, il sortait son arsenal. Et là, t'arrives avec Will Ospreay, que lui, de son part de braquette aussi, a presque pas perdu. Qui est le meilleur lutteur au monde. Il a été champion chez les poids lourds. Fait que là, il redescendait chez les Super Junior. Il a déjà gagné le tournoi. Donc la finale était vraiment marquée. Puis moi, je pensais aussi que c'était la consécration de Shingo. C'est ça. Mais non, c'est l'inverse. Le but, c'était de dire « Hey, Ospreay, non seulement gagne le tournoi, il a pratiqué son japonais. Il est allé dire en japonais aux gens je déménage au Japon. Je m'installe. Puis je veux. On a perdu Kenny. On a perdu les Bucks. On a perdu plein de monde. Je vais être le gars qui step up pour vendre la New Japan anytime, anywhere. Fait que là, lui, il déménage de façon permanente là-bas. Puis ce tournoi-là, c'était pour le builder up. Donc là, il s'en va en finale contre Dragon Lee pour le championnat des Super Junior. Et ça serait... Je pense même pas qu'il va le gagner. Je pense juste qu'il va donner un super bon show parce qu'il s'en va chez les heavyweights. Ils vont clairement le remonter chez les heavyweights. Will Ospreay, la crainte a toujours été que son style était trop dangereux et qu'il allait se casser.
parce qu'il est souvent blessé. Il a tout le temps mal à quelque part. Mais tant qu'il casse pas, il est le meilleur, Ben c'est le meilleur au monde. Moi, j'étais sûr que c'était Shane McMahon, le meilleur au monde, tu vois. Ouais, le best in the world. Ça dépend de quel monde tu parles. Ça. Mais tu sais, ce combat-là, puis en plus, si vous connaissez moins Shingo Takagi, parce que c'est ça, on l'a moins vu, c'est probablement son meilleur combat du tournoi, puis un showcase de fou, parce qu'il y a eu des near finish, ils ont deux styles très opposés. Tu sais, le high flying d'Ospreay, puis le plus brutal de Takagi, très... voyons, je cherche le strong style. C'est vraiment l'embodiment du strong style de Shingo Takagi. Ça, c'était, écoute, on parle jamais d'étoiles, là, mais il y en a 5 minimum, si c'est pas plus. C'est vraiment un excellent combat. Puis en plus, avant... C'est moi qui fais les liens. Ouais, moi, j'ai fait des liens. Bon. Je pensais que t'écoutais plus. Parce qu'avant de dire ça, je veux mettre j'ai une stats à donner pour Mathieu. Oh, les stats! Shane McMahon a lutté sur tous les pay-per-views de la WWE en 2019. C'est vrai? Eh bien. En 2019, C'est pour Shane ça qu'il est McMahon est meilleur sur au monde. toutes les pay-per-views. Best in the world. C'est ça Best qui est in the world. mauve-violet quand il rentre dans le ring à cette heure. C'est ça. Le lien que Stéphane a essayé de me voler, que c'est ma job, je suis là pour ça, c'est que avant ça, en co-main event, c'était le premier combat de Jon Moxley depuis sa renaissance. On va le dire comme ça, sa libération de prison. La première fois qu'on le voyait faire une entrée de lutteur et par où il rentre? Par la foule, en wrestling gear, tu sais, comme j'ai pas pu porter de ça pendant 5 ans. Je me promène vraiment en gear de wrestling. Plus besoin de me battre en jeans. Un affrontement contre Juice Robinson pour la ceinture. Comment tu l'appelles, la ceinture japonaise des États-Unis du Japon, exactement. Et gros statement en partant. Une victoire de Mox. Ouais. Premier match au Japon. C'est ça, premier match au Japon. Puis, tu sais, c'était comme un combat en 2 temps. C'était le fun de le voir enfin libérer le Jon Moxley, puis il s'amuse. Mais tu sentais l'espèce de poids de l'automatisme. Ça fait des années qu'il est dans la même formule. Fait que son timing n'était pas tout à fait égal. Puis Juice Robinson est un excellent worker à la New Japan. Donc, il a compensé pour beaucoup. Sans dire des lacunes, Jon Moxley, là, présentement, est en mode rattrapage. Il retrouve des réflexes, il faut qu'il retrouve son confort dans cet univers-là. Mais côté bagarre, côté raconter des histoires, côté, là, il rentre puis c'est une star. Énergie. Jon Moxley est, à mon avis, là, une coche en haut de Jericho quand il est arrivé au Japon. Son impact, il n'a pas la même réputation parce qu'il n'a pas 20 années d'expérience, mais... Il y a quelque chose, on le sent dans sa façon de travailler, il est là parce qu'il a faim de lutte. Puis le lendemain de ça, il sort une promo pour son combat contre Joey Janela qui s'en vient au Fringe Festival. Honnêtement, Jon Moxley, là, il est partout, il tape sur tous les clous, il est en feu. Puis là, en plus, il est champion. Il est all-in. Si tu compares avec l'impact de Jericho, oui, on a dit souvent que Jericho est très bon pour se réinventer, mais quand même, quand il a commencé au Japon, on savait déjà que ses meilleures années étaient derrière lui, alors que Ambrose, je pense qu'on le soulignait la semaine dernière, il est dans son prime présentement, donc on sait qu'il y en a encore beaucoup à offrir. Donc oui, moi je suis d'accord avec toi, comme quoi son arrivée est un plus gros impact que celui de Jericho. Puis là, non seulement il n'est pas juste là occasionnellement, il le remet tout de suite dans la carte de Dominion qui est ce dimanche. Fait que Jon Moxley, c'était le MVP la semaine passée, puis il continue de faire des bons coups. Sans être le MVP de la semaine, il est encore très présent. Là. Gros show, c'est ça en fin de semaine, c'est Dominion, le deuxième plus gros show à New Japan de l'année. Moxley affronte Shota Umino, qui est un Young Lion, je pense. Fait qu'il va juste... Il sacre une volée, probablement. Young Lion. Ça va être un gros squash. Là. Ah ouais, je pense qu'il va prendre un bump de table, probablement, puis ça va faire mal. Là. Ça va être sa job, c'est... tu vas apprendre, mon homme. Les tables au Japon, ils font mal. Ils font mal. Ouais, puis là, plein d'affrontements extrêmement intéressants. Chris Jericho qui affronte Kazuchika Okada pour le championnat heavyweight à WGP. Ça va être quelque chose. En plus, là, il a l'air d'être plus all-in au Japon dans le personnage, là, Clockwork Orange. Tu sais, à Double or Nothing, il est un petit peu moins allé dans cette direction-là. Au Japon, il y a plus de maquillage. C'est le Painmaker. C'est ça, le Painmaker. Le Rainmaker. C'est ça. Ça va être écœurant. Le rematch entre Kota Ibushi et Tetsuya Naito pour la ceinture intercontinentale que Ibushi a gagné devant nos yeux au Madison Square Garden à New York. C'était si beau.
Là, c'est le rematch. C'était tellement bon au Madison Square Garden, puis là, c'est comme, ça va être encore mieux. Moi, Kota Ibushi, là, je le regardais, puis j'étais sûr qu'il avait genre 25 ans, ce gars-là, mais il y en a genre 37. Là, il a exactement le même âge que Tetsuya Naito. Les deux sont dans la fin trentaine. Ils ont monté en même temps, c'est juste qu'ils ont eu des chemins différents à New Japan. Donc, c'est vrai qu'il a vraiment l'air d'un bébé, puis on l'a pas vu tant que ça avant. Mais il a fait les mêmes étapes. Il a été Young Lions, il est allé se promener, tu sais, c'est ça. Puis là, Kota Ibushi, c'est son temps pour stepper up. Avec Will Ospreay, là, il fait partie de la nouvelle garde de New Japan, puis c'est des visages familiers. Et d'ailleurs, parlant de Kota Ibushi, on a parlé beaucoup de Double or Nothing, on a parlé beaucoup des box de Cody, tout ça, mais on n'a pas beaucoup parlé de Kenny Omega. Kenny Omega, dans les points de presse après Double or Nothing, écoute, il parlait du heartbreak littéral qu'il a vécu parce qu'il ne voulait pas demander à Kota Ibushi de venir avec eux autres. Il savait que c'était trop important pour lui d'être important à la New Japan, d'être champion du monde. Il a dit si j'y avais demandé, il serait venu. J'ai pas voulu, j'y ai pas demandé parce que c'est son rêve d'être champion au Japon. Puis, entendre Kenny le dire, il y avait le trémolo dans la voix. C'est pas juste un je m'occupe d'un de mes chums puis j'y rends service. Là, c'est je me suis marché sur le cœur parce que je sais que pour lui c'est important. Mais c'est ça, honnêtement, la plus belle histoire de toute la lutte, c'est ça. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, le documentaire Omega Man qui est disponible sur TSN, éventuellement, on va vous le présenter à RDS sous-titré. Au pire, attendez, là, éventuellement, vous allez pouvoir le voir un sous-titré en français. Quand on a des dates de diffusion, là, on va vous peinturer ça mur à mur. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Dragon Lee qui affronte Will Ospreay aussi en fin de semaine. Toute une carte. Ça va être de la bombe. Championnat par équipe, Tama Tonga Tonga contre LIJ, Evil Sanada. Il n'y a rien de mauvais sur ce carte-là, à part les. Ben, même pas. C'est pas mauvais, les combats 3 contre 3. Mais si vous voulez pas vous lever à 4 h du matin, skippez ça. Mais embarquez vers 5-6 heures. Puis là, vous allez avoir tout le. On se lève tout à 5-6 h le dimanche. Voyons. Exactement. Vous pouvez, vous autres. On n'a rien de mieux à faire. Dernière chose en finissant. Dans le niveau de la lutte québécoise, on a eu à Québec une belle annonce cette semaine, Stéphane. Le champion du monde est venu mettre la main sur Robert Lepage. Ouais, ben on le savait un petit peu, ça se courait qu'il se préparait quelque chose pour la NSPW, mais là, ils l'ont annoncé hier. Le théâtre Le Diamant va ouvrir sur la place Diouville, quelque part cet automne. Puis ils ont lancé leur programmation. Puis dans la programmation, il y a le gala de la NSPW, 11e anniversaire. Mais on sait, ils l'ont pas dit dans le point de presse, mais on le sait que c'est pas juste un one-shot. C'est un partenariat à long terme qui va être établi. Ils vont présenter des galas parce que Le Diamant, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas juste une salle, c'est plusieurs salles à l'intérieur d'un complexe. Et il y a une des salles qui va présenter de la lutte. Robert Lepage est un gros fan de lutte. Il voulait ouvrir son théâtre à d'autres formes d'expression artistique. Et la lutte. Cirque, notamment. Ouais, donc la lutte est comme gagne un peu des lettres de noblesse. T'sais, pour nous autres, ça change pas grand-chose. On aime ça, on le sait déjà, mais ça risque d'avoir une différence je sais pas moi, un couple de théâtre, mettons, qui est abonné au Le Diamant, reçoit le programme, puis comme, OK, une soirée de lutte. C'est peut-être juste là que ça va éveiller un peu les consciences. Puis de voir Estrada qui vient rasseoir Robert Lassitois. Il était le cœur. Juste parfait. C'est sûr que Robert Lepage, avec l'été difficile qu'il y a eu l'année passée, peut-être qu'il y a des gens qui trouvent qu'il n'y a plus le shine d'auparavant, mais ça reste une pointure absolument majeure dans le domaine culturel québécois. Puis là, forcément, il va faire une tournée médiatique pour parler du diamant. Puis à chaque fois, j'imagine qu'il va aborder la question de la lutte. Donc, ça fait parler de la lutte. Là, ça permet à la lutte de sortir de notre milieu. Nous autres, on en parle tout le temps de lutte, mais on parle à du monde qui sont déjà intéressés. Donc, d'aller chercher du nouveau monde, c'est vraiment il était sur la page couverture du Soleil de Québec ce matin. Marco Estrada avec la main sur Robert Lepage. C'est pas le théâtre, puis le mime, puis les gogos. Non. C'est le champion du monde avec Robert Lepage. Fait que c'est un gros spot pour la NSPW. Minute culturelle, Mathieu. Minute culturelle, en fait, j'avais plein d'affaires. J'ai vu John Wick 3, c'était bon. Il y a Vampire Weekend, le nouveau disque, c'est excellent. Sauf que là, il y a une chose qui m'intéresse, moi, par exemple, parce que là, ta session est pas mal finie. Je pense que ta correction est terminée. Qu'est-ce que tu fais de ton temps, là, Mathieu? Là, je suis en train d'écrire un livre. Ça lutte. J'essaie de mettre les touches finales à ça. Si tout se passe bien cet automne, ça devrait être possible de le lire. Mais bon, je ne vais pas trop mettre la charrue avant les bœufs, mais ça se passe bien. Nous autres, on va te mettre la pression. On veut le lire. J'ai besoin de ça. En fait, d'en parler, c'est une bonne chose parce que ça m'oblige. On va texter Amélie tous les jours. Sinon, je pense qu'on va rester dans la lutte. Vampire Weekend, écoutez ça. John Wick 3, écoutez ça. Mais
vendredi, en termes de lutte locale, Total Crap, spécial lutte oui, au Club Soda. Les gars de Total Crap, on sait depuis longtemps, c'est des fans de lutte. La base du show, normalement, c'est des extraits de télé puis de films un petit peu louches qui viennent d'ailleurs dans le monde, des archives super vieilles. C'est des moments awkward. Et là, ils font un spécial juste consacré à la lutte. Il va y avoir un match de lutte. Il va y avoir Speedball Mike Bailey. J'ai oublié son adversaire, par exemple. C'est pas comme Benjamin Toll? Ah non, c'était un Open Challenge, Benjamin Toll. Ah oui, oui. Mike Bailey, il se pogne contre Ça, c'est un gros match. Pas Matt Angel? Oui, je pense que c'est Matt Angel. C'est ça. Fait que c'est de la super C'est bonne demain lutte. ou la semaine prochaine? C'est vendredi. C'est vendredi, c'est ça. Jeudi, c'est demain, Chris. Puis aussi, tu sais, je veux dire, si vous écoutez Botchamania de temps en temps sur Internet, j'ai l'impression que c'est comme Botchamania, le show en salle avec public. Donc, je pense que c'est un incontournable en termes de lutte. Ouais, ça va être très, très, très bon, fun. Merci pour ces infos-là. Allez regarder ça. Puis sinon, continuez de nous écouter. Merci de continuer de réagir aussi sur la page Facebook. On apprécie. Puis on vous promet qu'on va donner de la formation à Guillaume Séguin puis que ça va mieux se passer dans les prochaines semaines. On a une nouvelle obligation contractuelle. Là, on est disponible sur iHeartRadio. Ah, bon. En plus de iTunes, Spotify, Spreaker, Google Check Play. avec le logo. Rain Money. Donc, c'est ça, c'est une nouveauté sur iHeartRadio. On est disponible. Allez nous écouter là. Merci tout le monde. Ciao.